au nom de Bruno Racine, président de la Bibliothèque nationale de France, j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cet auditorium pour ce colloque intitulé « Indianité et indianisme » qui sera consacré à une réflexion sur la découverte et la rencontre avec l'Amérindien brésilien, figure qui n'a cessé de nourrir la pensée occidentale et les imaginaires brésiliens et français. C'est un plaisir, effectivement, de vous recevoir ici aujourd'hui, car ce colloque s'inscrit dans une collaboration dont l'idée est venue lors d'un entretien cordial entre les présidents de nos deux bibliothèques nationales, Muniz Sodré pour la Bibliothèque nationale du Brésil et Bruno Racine pour la Bibliothèque nationale de France, qui, se rencontrant en novembre 2007, ont voulu construire des projets communs. Et cette idée de collaboration s'est concrétisée lors de l'année de la France au Brésil, c'est-à-dire en 2007, par le lancement qui a été fait à Rio du portail La France au Brésil, qui a été réalisé conjointement par nos deux établissements et qui est abrité sur les serveurs de la Bibliothèque nationale du Brésil. En guise d'ouverture pour vos travaux d'aujourd'hui, je voudrais dire quelques mots de ce portail qui, comme nous venons de nous le dire avec Michel Riodel, a tout son intérêt parce qu'il existe, mais auquel nous sommes beaucoup attachés à donner les moyens aussi de s'enrichir et de s'enrichir de nouveautés, parce que c'est comme ça que les portails vivent et continuent à être fréquentés et utilisés. Alors, quelques mots sur ce portail. En amont de l'ouverture de ce portail, en novembre 2009, on a entrepris un travail de prospection dans les collections évidemment très riches de nos deux établissements pour rassembler et constituer des corpus de documents bien représentatifs de cette histoire commune et qui puissent donner lieu à des exploitations utiles. Travail de collaboration qui nous a permis de bien comprendre nos richesses respectives. Et je tiens là à redire combien le travail que nous avons mené à cette occasion avec Madame Angela Monteiro Bettencourt, qui est coordinatrice du département de l'information bibliographique à la Bibliothèque nationale au Brésil, a été fructueux. Elle regrette de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui, mais je la remercie bien chaleureusement. Et c'est avec elle, avec ces équipes, que nous avons mené ce travail de prospection. L'idée, c'était de témoigner de relations historiques, diplomatiques, artistiques et culturelles qui se sont nouées au cours des siècles. Et effectivement, dès l'époque de la découverte, l'histoire des relations franco-brésiliennes s'est nourrie de récits évocateurs dont la publication a frappé l'imaginaire et entretenu les discussions sur le nouveau continent. Des récits, bien sûr, des textes, bien sûr, mais dans la mesure où ce portail est issu des collections de bibliothèques nationales, son intérêt, et nous y sommes attachés, c'est de montrer toute la diversité des types de documents qu'on peut y trouver, des textes, bien sûr, mais aussi des images via l'estampe, des documents cartographiques et bien d'autres encore. Le portail donne bien sûr accès aux textes les plus emblématiques de cette époque. Je ne citerai à titre d'exemple que deux exemples, les singularités de la France antarctique, publié par André Thévé en 1558, ou 20 ans plus tard, l'histoire d'un voyage sur la terre de Brésil, édité en 1578 par Jean de Léry. Mais pour vous donner quelques illustrations de ce que comprend le portail, je voudrais vous montrer quelques petits exemples choisis pour leur diversité. Donc, bien sûr, le voyage pittoresque et historique de Debray, qui est un monument en l'état sur la question, puisque source exceptionnelle d'information,
Et le premier des 3 volumes du Voyage de Debré est consacré aux Indiens. Donc celui-là est consultable. Voilà, ils vont s'afficher au fur et à mesure que je vous le dis. Alors là, il y a eu une collaboration très, très symbolique autour de cette publication, puisque c'est la Bibliothèque nationale de France qui a numérisé les textes et la Bibliothèque nationale du Brésil qui a numérisé les planches. Attention portée également aux documents cartographiques, du fait de la très riche collection cartographique conservée ici, et notamment grâce à la collection de Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, donc géographe français du XVIIIe siècle, et sur lequel nous menons en ce moment des programmes de recherche particulièrement développés qui ont permis en 2009 d'enrichir le portail de 5500 images issus de cette collection cartographique. Des textes, des documents cartographiques, mais également des ouvrages de référence. Évidemment, premier ouvrage de référence, la bibliographie brésilienne qui porte de 16e, 17e, 18e, 19e, du 16e au 19e, pardon. Donc la première bibliographie franco-brésilienne, publiée en 1898 par Antoine-Louis Garot, qui était éditeur et libraire à Rio de Janeiro. Et 2 autres exemples pour ce qui a été numérisé côté Bibliothèque nationale de France. Le voyage dans le nord du Brésil. Donc là, les voyages sont de 1613-1614 par le père Yves d'Evreux. Et pour terminer avec un exemple montrant la richesse des images dans le portail, également l'attention portée aux estampes. On a pris ici comme exemple une estampe qui représente un épisode survenu en 1613, qui est ce baptême, le baptême en l'église Saint-Paul de deux Amérindiens. 3 exemples venant de la Bibliothèque nationale du Brésil, pour terminer ce petit tour, si j'ose dire. Donc, les planches dont je vous parlais tout à l'heure, les planches qui illustrent les 3 volumes des voyages de Debré. L'ouvrage de Charles Ribérol, paru à Rio en 1859, qui est le Brasil Pitoresco, qui est fait pour accompagner des illustrations lithographiées à partir de photos de Victor Front. Et plus récent, ce périodique Bataclan, qui a été publié dans les années 1871 à Rio de Janeiro, et qui avait la particularité de traiter des sujets les plus brésiliens qui soient, tout en étant rédigé intégralement en français. Donc, petits exemples piqués dans le portail tel qu'il est aujourd'hui, et que nous continuons donc à enrichir. Il compte actuellement 1 millier de documents, et il se développe grâce à la numérisation de nouveaux documents, mais aussi grâce à des textes visant à éclairer, à valoriser les œuvres présentées. Et cette année encore, nous allons travailler en ce sens. Ce portail est extrêmement important à nos yeux. D'abord, évidemment, parce que c'est un travail de collaboration qui permet ces regards et ces découvertes croisées, qui permet une meilleure diffusion de nos collections. Il est très important aussi pour la Bibliothèque nationale de France, dans la mesure où nous menons ici, grâce à un soutien financier extrêmement déterminé de l'État, une politique de numérisation de grande ampleur. Pour vous donner des chiffres, pour les seuls textes imprimés, puisque nous avons d'autres programmes, ce sont 400 000 documents qui ont été numérisés dans les 3 dernières années. Mais la masse en elle-même, si elle est nécessaire, n'est sûrement pas suffisante. Et c'est parce que nous travaillons avec des universitaires, des chercheurs, des collègues aussi d'autres pays, que nous pouvons faire de ces documents numérisés des corpus qui soient utiles aussi bien à la recherche qu'à la délectation et à la curiosité de l'amateur. Et nous souhaitons travailler en ce sens. Et à ce titre, ce portail Brésil est tout à fait exemplaire.
Donc, nous y sommes attachés et nous vous invitons à le découvrir encore davantage, bien sûr, chacun là où vous travaillez d'habitude, mais également à cet effet, nous avons mis un poste en démonstration juste à la sortie de l'auditorium. Donc tout au long de cette journée, n'hésitez pas à vous adresser aux personnes qui sont là pour avoir des démonstrations et notamment sur les nouveautés, puisque c'est très important pour nous de montrer que ce portail est vivant. Après cette petite présentation du portail, je voudrais bien sûr, et avant de céder la parole à Michel Riodel, remercier tous ceux qui ont permis que se tienne cette journée et évidemment tous les intervenants qui vont nous faire partager leurs réflexions ce matin. Donc, venu du plus loin, un chaleureux remerciement à Madame Fernanda Arias Peixoto du département d'anthropologie de l'Université de Saint Paul, Monsieur Wagner Camilo du département des lettres de l'Université de São Paulo, Madame Anne-Christine Taylor Descola du Quai Branly, Madame Anne Pajard de l'Université des Antilles et de la Guyane, Monsieur Franck Lextringant, qui va nous rejoindre dans quelques minutes, parce que c'est vrai qu'il avait un emploi du temps très très serré ce matin, et Luis Felipe de Alencastro de l'Université Paris 4 Sorbonne, Jean-Claude Laborie de Paris 10 Nanterre, et enfin Monsieur Patrick Minget de l'École pratique des hautes études, et Olivier Pifot, notre collègue de la Bibliothèque nationale de France. Je voudrais remercier tout particulièrement et très chaleureusement pour leur collaboration active dans la création, l'enrichissement et le dynamisme du portail, il faut bien le dire, mais aussi pour leur concours et leur rôle moteur dans l'organisation de ces journées. Nos deux collègues, donc Michel Riodel, qui va nous faire le plaisir d'introduire cette journée qui lui doit tant, et également Hilda Mendes dos Santos, donc du Centre de recherche sur les pays lusophones de Paris 3, qui sont tous les deux conseillers scientifiques de cette belle entreprise franco-brésilienne et à qui, encore une fois, nous disons toute notre gratitude pour ce bon travail commun que nous sommes heureux de continuer à mettre en œuvre. Nous remercions également l'Université de Paris 3 pour le soutien financier qu'elle a bien voulu apporter à l'organisation de cette journée, ainsi que Anne Husson, qui est responsable du service culturel de la Maison d'Amérique latine, qui est partenaire de ces journées et qui permettra que nos rencontres se prolongent ce soir, donc dans la belle Maison d'Amérique latine, située boulevard Saint-Germain. Donc merci beaucoup à la Maison d'Amérique latine. Merci enfin à Simone Meira Dias, qui est chef du service culturel à l'ambassade du Brésil à Paris, qui sera présente parmi nous aujourd'hui avec ses équipes. Pour conclure cette introduction, il me reste à vous remercier très chaleureusement d'être présent ici aujourd'hui. Et avant de céder la parole à Michel Riodel, qui va nous conduire dans l'introduction du cœur de notre journée, je voudrais vous souhaiter de bons et fructueux travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Isabelle Mendes-Chermont. Bien que cela paraisse toujours un peu protocolaire, je tiens aussi, pour ma part, et pas de toute façon protocolaire, à remercier la Bibliothèque nationale de France, tous les interlocuteurs que nous avons pu y avoir et rencontrer, nos amis de la Fondation Bibliothèque nationale, qui à eux tous portent et ont porté ce portail, ces déploiements, comme la journée d'aujourd'hui. Et me permettant aussi de parler au nom d'Hilda Mendes dos Santos, je tiens à remercier tout particulièrement Catherine Orira et Régine Persanti, avec lesquelles c'est une grande joie de travailler. Voilà. Il me revient donc la délicate tâche d'introduire cette journée. Introduire
et non commencé, car il faudrait dans ce cas plus justement parler d'un recommencement. Non seulement parce que Madame Isabelle Lemain de Chermont a déjà officiellement ouvert et mis en image nos débats, mais aussi parce que notre rencontre ne fait que prolonger un colloque qui a, lui, véritablement commencé il y a de cela un peu plus de 5 siècles. Or, force est de constater qu'il s'instaura dès ses débuts dans un malentendu dont porte encore trace le terme en amont de ce qui nous réunit, l'Indien. Maintes fois rebaptisé depuis en divers collectifs, américains, QU-AIN, S avant les dérivations ou confiscations du terme, gentil, sauvage, indigène ou plus récemment amérindien, voire inscrit au rang de l'accueillante famille des peuples autochtones. Quiproquo en vérité révélateur et fécond que c'est indien. Révélateur en ce qu'il met à jour que l'autre est souvent réduit à n'être que la projection de soi-même et de ses fantasmes. Ceux, en l'occurrence, d'un appétit des épices, des produits de luxe venus des grandes civilisations de l'Orient. L'Amérique n'a été d'abord qu'une pierre au milieu du chemin des navigateurs européens. Or, ces jeux de reflets narcissiques n'échappent pas aux distorsions des miroirs et finissent, quoi qu'ils en aient, par produire du neuf. Une pierre peut devenir continent. Fécond, plus encore, de bien des points de vue que nous limiterons ici à 2 ou 3 considérations. La première, seulement pour signaler qu'il y avait là une sorte d'intuition devant laquelle nous peinons encore à ne pas être aveugles. L'ethnocentrisme se condamne à des tête-à-tête parallèles, rarement interconnectés, hors desquels il est difficile d'entrevoir plus modestement qu'il puisse exister, par exemple, une circulation Amérique-Orient ne passant pas nécessairement par l'Europe. Telle semble pourtant être l'hypothèse dominante sur l'origine des premiers peuplements américains et la logique de ce qu'il est convenu désormais d'appeler les nouvelles émergences. Mais passons. Fécond, ce quiproquo le fut aussi, surtout, parce que l'irruption du sauvage vint interrompre le face-à-face millénaire entre ancien et moderne, dont François Hartog souligne que 1492 ou 1500 pour ce qui nous concerne, ne le rendait plus tenable. L'affaire, dit-il, se joue désormais à 3. La pierre, au travers du chemin, est devenue caillou, grain de sable, le clinamen d'une réflexion mobilisée par la nudité, le cannibalisme, le communisme primitif, par des hommes, vraiment des hommes, oubliés de Dieu, vraiment oubliés de Dieu. On parlera aujourd'hui de Léry, de Montaigne, de Rousseau, des romantiques et de bien d'autres, dont la pensée et l'intelligence furent activées, mises en branle par cet entrechoc culturel. Je voudrais pour ma part citer en guise de liminaire cet invite au dépaysement du sieur de la Poplinière, notant dans un savoureux et à lui-même déjà dépaysant moyen français que, je cite, « Rien ne peut tant solider le jugement que le voyage et soigneuse remarque des pays étrangers. » À défaut d'invitation au voyage, que cette journée soit placée sous le signe de la soigneuse remarque, c'est-à-dire l'examen attentif, moins d'une ethnographie révisée que des histoires de l'idée d'Indien, donc finalement de l'idée de l'homme. Dans la mesure où l'Indien renvoyait et renvoie encore aux voyageurs, aux colonisateurs, aux chrétiens, à nous-mêmes, une image dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas, il imposa par l'entretien de sa dissonance la nécessité de se mettre soi-même en perspective, la mise à distance de soi, sans laquelle il n'est de véritable connaissance ni de pensée. À la conception commune du savoir, conçue comme ramenant quelque chose d'étranger à quelque chose de connu, Nietzsche opposait la supériorité des sciences naturelles qui, je cite, prennent la réalité étrangère pour objet, tandis qu'il y a quelque chose de presque contradictoire et d'absurde à vouloir pour objet ce qui n'est pas étranger. Soigneuse remarque
que Lévi-Strauss prolongea à sa façon malicieusement dans sa leçon inaugurale du Collège de France, en considérant que si l'anthropologie, je le cite, se résigne à faire son purgatoire auprès des sciences sociales, c'est qu'elle ne désespère pas de se réveiller parmi les sciences naturelles à l'heure du jugement dernier. Nous serons donc peut-être les naturalistes observateurs de cette idée de l'Indien en un double sens et en tâchant d'éviter un double écueil. Idée de l'Indien ne devrait pas signifier aujourd'hui idéalisation, même si nous aurons bien sûr à rendre compte, sinon des comptes, de ces processus idéalisants à l'œuvre dans ce que nous pouvons appeler la culture occidentale, ses récits de voyage, sa littérature, son histoire et son ethnologie. Que cette idée d'Indien est servie aux uns de marqueurs différentiels, éventuellement conservateurs, dans la construction d'une identité nationale, ou à la critique de soi à travers une hétérologie dénonçant les corruptions de l'Europe, cette idéalisation procède à un déportement de l'Indien vers un passé ou du futur utopique qui finissent par l'effacer du présent. Tels furent et sont souvent les harmoniques de l'indianisme, entre prétextes programmatiques et distraction, ou horreur, ce qui n'est pas si éloigné, pittoresque. Voilà pour les récifs. Encore ne nous faudra-t-il pas minimiser l'effet de décentrement que ces curiosités qui, ici ou là, en découlèrent, qui d'ici et là en découlèrent. Autrement dit, leur nature paradoxale, où peuvent cohabiter le mortifère et le vivifiant. Mais alors l'indianité, demandera-t-on, l'idée de l'Indien ou l'idée d'Indien, à lire non comme une détermination essentialiste, mais comme un sujet de devenir, un sujet toujours en devenir, non moins que nous-mêmes. Non comme une condition minoritaire seulement, à laquelle on aura tôt fait d'ajouter, de juxtaposer ou d'opposer d'autres minorités ou majorités. Est-il viable de se satisfaire d'un catalogue d'attributs, la plume, le carbet ou le sorcier? L'indianité n'exige-t-elle pas quelque chose de plus qu'un registre de pratiques et d'objets muséifiables que l'on pourrait réduire à de l'indianité authentique? Sans doute appelle-t-elle davantage insensible et impensé, un mouvement infinitésimal de différenciation, non pas un état massif de différence passée et stabilisée, c'est-à-dire une identité. Nous empruntons ce propos à Edward Vivers du Castro, dont les métaphysiques cannibales constate par ailleurs les limites d'une pensée de l'indianité qui ne ferait que lui appliquer des catégories préétablies, la ramènerait encore et toujours à du connu. L'idée de l'Indien, ce serait donc à la fois ce que nous pouvons concevoir au sujet de l'indianité, mais aussi ce qui nous vient de lui, ce que met à jour cette pensée sauvage, ce que penser lui doit à nous sortir de notre répertoire. Ce serait par exemple renverser la perspective et se demander que doit conceptuellement l'anthropologie au peuple qu'elle étudie, ou plus généralement, que doit la pensée ou la philosophie ou notre imaginaire à ces Indiens découverts ou inventés il y a un demi-millénaire, ou toute autre question à ceux d'aujourd'hui. Il est trop tard pour découvrir le Brésil, et le colloque franco-brésilien, brésilo-français, dont tout un chacun peut feuilleter le florilège mis en ligne sur le portail de la BNF et de la Fondation Biblioteca Nacional, ne s'épuise bien sûr pas dans l'entrée choisie par cette journée. Mais souhaitons que nos trois tables rondes comme le monde et la brièveté d'un tour d'horizon, relancent autant que faire se peut nos façons de regarder et de concevoir, dont nous débattrons avec, que nous penserons contre. Ou pour appliquer à notre rencontre ces quelques lignes des mythologies qui vont au-delà de ce que nous avons trop maladroitement tenté de formuler. Ce qui importe, écrit Lévi-Strauss, c'est que l'esprit humain
Sans égard pour l'identité de ces messagers occasionnels, ils manifestent une structure de mieux en mieux intelligible à mesure que progresse la démarche doublement réflexive de deux pensées agissant l'une sur l'autre et dont ici l'une, là l'autre, peut être la mèche ou l'étincelle du rapprochement desquels jaillira leur commune illumination. Merci. Bien, donc ouvrons ces débats, faisons jaillir ces quelques étincelles et soyons la mèche de possibles illuminations. Je voudrais appeler donc à cette table, imaginez la ronde, Frédéric Martin qui va présider, modérer, relancer les débats de ce matin, Franck Lestringant qui interviendra sur ce thème que nous avons choisi autour des premiers contacts de cette rencontre féconde entre l'Europe et l'Amérique, entre la France et le Brésil, Jean-Claude Laborie et Hilda Mendes dos Santos, donc, qui viennent nous remplacer et nous esquivons. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec une grande joie que j'ouvre cette première table ronde pour la matinée avec trois éminents spécialistes de la question des relations entre la France et le Brésil, des relations historiques. Trois professeurs que je vais vous présenter brièvement et je vais me permettre également de donner quelques mots d'introduction pour situer ce premier moment qu'a été la découverte du Brésil par la France au XVIe siècle. Alors tout d'abord, pour présenter nos intervenants de cette table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir ici Franck Lestringant, qui est professeur de littérature du XVIe siècle à l'université de Paris-Sorbonne, Paris 4, spécialiste des voyages français du Nouveau Monde au XVIe siècle et plus généralement de la littérature géographique. Il a publié environ 250 articles, une trentaine de livres. Il a notamment coordonné au PUF une littérature française du XVIe siècle, dirigé également l'histoire de la France littéraire au Moyen-Âge et au XVIe siècle. Il dirige depuis 1999 le Centre de recherche sur la création littéraire en France au XVIe siècle, le Centre Saunier. Parmi ses principales publications, mais vous en trouverez évidemment une liste plus complète dans la bibliographie qui vous est communiquée, on peut citer le Huguenot et le Sauvage, et le Cannibale, grandeur et décadence. Et dans un tout autre domaine, plus récemment, Franck Lestringant a publié une biographie remarquée d'André Gide, donc qui est sortie il y a quelques jours, vraiment tout à fait récemment.
Nous avons également le plaisir d'accueillir avec nous Jean-Claude Laborie, qui est maître de conférences en littérature comparée à l'université de Paris-Nanterre, Paris 10, qui est spécialiste des missionnaires au Brésil. Il a notamment publié en 2003 chez Champion un ouvrage important, Mangeurs d'hommes et mangeurs d'âmes, une correspondance missionnaire au XVIe siècle. La lettre jésuite du Brésil 1549-1568, un travail qui était dans le prolongement, je crois, de votre thèse et de vos premiers travaux, ainsi qu'avec Franck Lestringant, chez Drose en 2006, une édition critique de l'histoire de deux voyages d'André TV. Nous accueillons également Hilda Mendes dos Santos, qui est maître de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, où elle dirige la section de portugais. Elle travaille au sein du CREPAL, Centre de recherche sur les pays lusophones, et au département des études ibériques et latino-américaines. Elle a notamment publié une anthologie de 9 premiers témoignages de la découverte du Brésil de 1500 à 1549, ainsi que les tribulations d'Anthony Knivet, 1591, un aventurier anglais au Brésil. Voilà pour présentation vraiment très brève et évidemment partielle, lacunaire de nos trois intervenants. Simplement, pour ne pas perdre trop de temps, et n'étant pas moi-même spécialiste, je ne voudrais pas trop m'avancer et dire des choses qui ne seraient pas tout à fait exactes, mais simplement, l'établissement de la France au Brésil, c'est une aventure humaine. Tout d'abord, une aventure d'autant plus intense qu'elle fut de courte durée, finalement, à peine 5 ans, de 1555 à 1560. Et c'est l'histoire d'une rencontre avec une humanité autre, qui est riche d'enseignements pour l'Européen du XVIe siècle, un siècle où émerge la conscience individuelle dans ses rapports avec la conscience collective, mais aussi un siècle où en France règne le fanatisme des guerres de religion. C'est une aventure féconde sur les plans ethnologiques, anthropologiques, mais également sur les plans littéraires et philosophiques, qui a laissé des témoignages d'une grande valeur, notamment au travers des récits de voyage, et on pense évidemment aux deux principaux récits de voyage, les singularités de la France antarctique d'André TV, publié en 1557-1558, et l'histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, en 1578, par Jean de Léry, un ouvrage fondamental de qui était à l'époque un cordonnier de 23 ans, proche de Calvin, qui a quitté Genève pour rejoindre cette mission, ce qui n'était pas tout à fait encore le Brésil. Et un ouvrage fondamental qui a été mis à l'honneur par Claude Lévi-Strauss dans Triste Tropique, et qui fait de cet ouvrage, selon son expression, le bréviaire de l'ethnologue. Ouvrage important qui donne une image finalement d'un noble sauvage. On ne peut pas parler de bon sauvage encore, ce serait anachronique, mais d'un sauvage qui a une certaine noblesse, et au travers de considérations qui seront notamment reprises, amplifiées, par Montaigne, dont son fameux chapitre des essais sur les cannibales. Donc, au cours de cette table ronde seront successivement examinés différents aspects de la figure de l'Indien, du sauvage, du barbare. Tout d'abord à travers l'historiographie de la France antarctique depuis sa découverte, et ce sera la communication de M. Franck Lestringant, à travers également les lettres des jésuites et des missionnaires jésuites qui sont l'expression d'une ambivalence faite de rejet et d'idéalisation, et ce sera la communication de M. Jean-Claude Laborie, et enfin à travers les images nouvelles qui sont données du Brésil au XVIIe siècle autour du binôme Tupi
tapuya, les deux versants, je dirais, de l'indien, du phénomène également d'indianisation, qui est le corollaire de ce processus de colonisation. Et ce sera donc la communication de Madame Hilda Mendes dos Santos. Avant de laisser la parole à Monsieur Franck Lestringant, deux petits mots pour l'organisation de cette matinée. Nous aurons une pause à l'issue de la première intervention, une pause d'un quart d'heure environ avant de reprendre nos travaux, et un moment sera ménagé à la fin de la matinée pour un dialogue avec vous et pour un échange de questions et de réponses. Je vous remercie. Merci Frédéric Martin et merci au personnel de la Bibliothèque nationale de France de nous accueillir aujourd'hui, de m'accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui commence à me devenir étranger à force d'être familier, puisque, comme on vient de le dire, je me suis intéressé récemment à d'autres sujets plus récents, peut-être pas plus contemporains, mais assez différents en vérité. Même si avec André Gide, je n'ai pas renoncé au voyage, mais dans un autre continent, dans l'Afrique, plutôt qu'en Amérique. Alors, le titre que j'ai proposé, « La France découvre son Amérique au Brésil, genèse, chute et survie de la France antarctique dans la conscience nationale », me servira un peu de cadre pour rappeler quelques événements. Alors, on a déjà dit beaucoup de choses, notamment Michel Riodel tout à l'heure, qui a parlé donc de la naissance d'un dispositif triangulaire à la Renaissance. La découverte de l'autre, ce n'est pas un rapport duel, ce n'est pas un rapport binaire, c'est un rapport triangulaire. C'est parce que finalement les Français étaient déchirés entre protestants et catholiques, par exemple, qu'ils ont pu prendre conscience de l'étrangeté amérindienne. C'est parce qu'il y avait déjà cette diffraction, ou ce divorce, ou ce schisme en France, que l'altérité était mieux perçue. Alors ça, c'est une première hypothèse. Deuxièmement, Frédéric Martin l'a rappelé, cette aventure, au départ, est très brève dans le temps, du moins quand on regarde une chronologie, 5 années, et c'est assez pitoyable, évidemment, si on compare avec l'expansion coloniale du Portugal, qui est un tout petit pays pourtant, mais qui va réussir son empire, alors que nous l'avons manqué plusieurs fois, et surtout avec l'Espagne. L'épisode français, réduit à 5 années, novembre 1555 à mars 1560, paraît dérisoire. En fait, on sait que cet épisode est encadré par une présence beaucoup plus large et plus diffuse, qui remonte sans doute aux premières années du XVIe siècle, où dès la première décennie du XVIe siècle, des Normands, des navires normands se rendent chaque année sur les côtes du Brésil pour y traiter et pour y ramener notamment ce fameux bois Brésil, ou pau-brasil, qui était ramené jusqu'à Rouen et ensuite revendu, notamment sur le marché d'Anvers. C'est un bois dont on extrayait une précieuse teinture. Donc les rapports entre la France et le Brésil sont bien antérieurs à l'épisode de la France antarctique et vont continuer bien après, comme l'illustre encore l'épisode de la France équinoxiale, dont on parlera ensuite, en 1612-1615. Là encore, c'est un très bref laps de temps, mais qui montre la continuité d'une présence et d'un intérêt et d'un commerce, au sens de Montaigne. Pas seulement commerce du Brésil, mais un commerce humain, un commerce intellectuel, une sorte de métissage culturel. Alors, qui ne met pas en jeu, évidemment, toute la population du royaume, qui touche les franges du royaume, qui touche les franges du Brésil d'un côté, et qui touche les franges du royaume de France, la Normandie essentiellement, et la Saintonge un peu plus tard. Et puis il y aura encore l'aventure des Guyanes ensuite. Donc cette histoire est récurrente, elle n'est pas au premier plan, mais elle est récurrente à travers les siècles. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est pas tant l'histoire coloniale que l'histoire intellectuelle, bien sûr, l'histoire littéraire. C'est que, comme le disait Frédéric Martin, il y a un contraste entre cette faible présence, cette présence intermittente, sporadique, et les textes, les témoignages qui ont inscrit dans la mémoire collective cette présence fugace. Des témoignages donc qui ont été constamment amplifiés, répétés, recopiés, cités jusqu'à l'époque des Lumières et ensuite jusqu'à la belle époque ou la honteuse époque du colonialisme au XIXe siècle, comme on voudra.
Ces deux textes, on l'a évoqué, c'est d'une part essentiellement deux textes, il y en a bien d'autres, mais il y a deux textes principaux, Les singularités de la France antarctique d'André Tévé, de 1557, et l'histoire d'un voyage sur la terre du Brésil de Jean de Léry, que Lévi-Strauss, non sans humour, qualifié de bréviaire de l'ethnologue. Il savait évidemment que Jean de Léry était protestant et que les protestants n'ont pas de bréviaire, à la différence des catholiques, mais voilà. Alors, est-ce que l'anthropologie est une religion ? En tout cas, ce n'est pas la religion de Léry. Léry avait sa Bible avec lui, avec son psautier en tout cas, qu'il cite abondamment dans son récit de voyage, mais il n'avait pas de bréviaire, bien évidemment. Ces deux textes, donc, ont connu une fortune considérable. Alors d'abord, il s'agit de deux textes, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas un témoignage sur le Brésil, mais d'emblée, il y a deux témoignages discordants. Ça me paraît très important, et ça reflète effectivement le divorce de la France de l'époque, la France des guerres de religion, déchirée entre protestants et catholiques. Alors, pour simplifier, on dira que Tévé est catholique et que Léry est protestant. En fait, mes recherches m'ont conduit à découvrir, à établir que Tévé était aussi protestant au départ, mais que c'était un protestant honteux qui, dès qu'il a senti le vent tourner, bien avant la Saint-Barthélemy, dès le début des guerres de religion, a retourné sa veste et s'est engagé dans le clan catholique, et il finira sa vie au service de la Ligue, comme pensionné par la Ligue. Il comptait sur la générosité de son dernier mécène, qui est l'archevêque de Lyon, François d'Épinac, pour publier son dernier ouvrage, Le Grand Insulaire, ou Atlas de toutes les îles du monde, qui accordait une large place au Brésil. Un ouvrage qui n'a jamais vu le jour en raison de la maladie de Tévé et surtout des troubles qui déchiraient la France, du manque de financement. Donc deux témoignages qui montrent bien cette vision discordante, diffractée. Un témoignage d'un côté qui est plutôt un magasin de curiosité, une sorte de pêle-mêle assez déconcertant mais en même temps passionnant, sans souci de la composition, et que Tévé va donner au long de sa vie, sous plusieurs formes. On a l'exemple d'un texte qui ne cesse de proliférer, de s'augmenter, et dont nous avons publié, Jean-Claude Laborie et moi, la dernière version, une version qui était presque, aux trois quarts inédite jusqu'à une date récente, donc ouvrage publié chez Drose. Et on voit comment Tévé, petit à petit, au fil de sa carrière, va dévoiler ses archives, en quelque sorte. Au début, il donne une sorte d'ouvrage de miscellanée, un ouvrage de mélange qui s'appelle Les singularités de la France antarctique, en 1557, et progressivement, il va dévoiler la totalité de son corpus, et puis y agréger des informations venues d'ailleurs, notamment de navigateurs français qui continuent, après la chute de la France antarctique en 1560, à fréquenter les côtes du Brésil, à avoir des rapports commerciaux avec les Indiens, et à soutenir aussi leur révolte ou leur résistance à la colonisation portugaise en leur fournissant des armes. Et ce commerce amical, cette alliance franco-indienne, va durer au moins jusqu'à la fin du XVIe siècle, en tout cas jusqu'à la fin des années 1580, dans la région de Rio, et se prolonger bien après dans d'autres secteurs de la côte brésilienne. Donc on a d'une part ce témoignage, et puis de l'autre, Jean de Léry, dont le texte est tout à fait exceptionnel, puisque Jean de Léry, en 1578, 20 ans exactement après son séjour au Brésil, va publier cette histoire au sens de témoignage. Il s'agit d'une apologie destinée à sauver l'image, à défendre l'image du parti protestant que Tévé avait accusé d'avoir causé la ruine de la colonie. Après la chute de la colonie, les règlements de compte n'ont pas tardé à se faire jour et vont durer sur plusieurs décennies. Et ces deux témoignages contradictoires, finalement, s'expliquent par la polémique suscitée par l'échec colonial et aussi, bien sûr, par la guerre elle-même, la guerre de religion. Je vous rappelle que la France antarctique du Rio de Janeiro, qui est en fait un minuscule établissement installé sur l'île de Villegagnon, une petite île en face de l'aéroport Santos-Dumont aujourd'hui, cette colonie tombe le 14 ou le 15 mars 1560, et c'est le jour ou la veille où est déclenchée la conjuration d'Amboise, et où est réprimée la conjuration d'Amboise, qui est le premier acte des guerres de religion, une tentative faite par les protestants pour s'emparer de la personne du jeune roi, éphémère roi François II, et le convertir finalement à la réforme, et les protestants espéraient par là même, en ayant le roi de leur côté, que le royaume suivrait. Donc il y a un enchaînement, une concomitance même, entre l'échec colonial et la naissance de la guerre civile en France. Et les deux vont en quelque sorte se favoriser.
vont se soutenir et s'illustrer l'un l'autre. En effet, au Brésil, l'une des causes de l'échec colonial, c'est bien sûr pas le seul, ça a été la controverse eucharistique, ça a été le désaccord, le discord, comme on disait à l'époque, entre protestants et catholiques au sujet de l'Eucharistie. Donc c'est la question de la théophagie sacrée, hein, la question de la divine théophagie. Hein. Est-ce qu'on mange vraiment Dieu dans la communion ou est-ce que c'est simplement une métaphore, hein, ou une métonymie, hein. Calvin est plutôt partisan d'une métonymie, c'est-à-dire que quand les communiants mangent le pain et boivent le vin, ils mangent le signe du corps et ils boivent le signe du vin, hein, mais ils ne mangent pas réellement le corps et le vin. Hein. Et Calvin insiste sur ce concept de métonymie. La métonymie, vous savez, c'est le trope qui désigne la chose par le signe, hein, comme quand on dit notre drapeau pour dire l'armée, ou nos couleurs pour désigner la France, hein, dans un match par exemple. Hein. Donc, pour Calvin, c'est uniquement un rapport de signification. Il n'y a nullement un sacrifice, nullement cannibalisme, si l'on veut, nullement anthropophagie ni théophagie. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que cette controverse sur l'Eucharistie prend place dans le Brésil, où l'on mange réellement de la chair humaine. Cette controverse, qui paraît un peu byzantine aujourd'hui peut-être, est néanmoins une controverse clé, parce que d'abord, elle va ressurgir au temps des guerres de religion. C'est même la cause théologique de la guerre. Hein. Catherine de Médicis, en 1561, donc un an après la chute de la France antarctique, va réunir le colloque de Poissy, donc près de Paris, pour discuter, pour mettre d'accord les différents partis en présence, notamment catholiques et protestants. C'est un peu plus compliqué que ça, il y a 3 partis en fait. Et la conférence, hein, ou le colloque achoppe sur l'Eucharistie. C'est vraiment la question sur laquelle l'accord ne peut pas se faire entre réformés, entre protestants et entre catholiques. C'est cette question-là qui interdit donc la réunion dans une même croyance, dans une même église, des différents chrétiens de France, des chrétiens de différentes obédiences, différentes églises. Donc la controverse rejaillit. Et on s'aperçoit que cette controverse va se ranimer à toutes les périodes cruciales de l'histoire. Je vais le rappeler très brièvement. On retrouve le Brésil, alors vous me direz c'est très loin de l'Indien, que fait l'Indien là-dedans? Mais bien justement l'Indien est la figure, c'est le 3e terme, hein, c'est le tertium quid en quelque sorte, qui permet de comprendre la controverse entre protestants et catholiques. Hein. L'Indien qui mange réellement son ennemi prier la guerre sert de terme de comparaison aux adversaires en quelque sorte. Alors on voit régulièrement cet Indien convoqué à plusieurs reprises. Par exemple, juste à la veille de l'édit de Nantes, donc, qui va être signé, comme vous le savez, en avril 1598, après une quarantaine d'années de guerre, de religion, dans la ville de Nantes, restée catholique, où d'ailleurs le culte protestant restera interdit. Juste à la veille de la signature de l'édit de Nantes, eh bien, on convoque les Tupinambas, hein, dans un libelle anonyme qui s'appelle « Les plaintes des églises réformées de France ». Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de ce qu'on appelait la guerre des cimetières. Juste avant la conclusion de l'édit, qui va accorder finalement aux protestants la liberté de culte sous certaines réserves, et qui va donc reconnaître le principe de plusieurs religions, de plusieurs confessions dans un même royaume, hein, des religions inégales, puisque la religion officielle, c'est le catholicisme, mais la religion protestante minoritaire sera tolérée, hein. Eh bien, le Tupinamba fait un grand retour à ce moment-là. En effet, juste avant la signature de cet édit, chacun essaye de tirer la couverture à lui, et les catholiques en particulier, qui vident les cimetières des cadavres protestants. C'est une chose assez horrible, mais les catholiques nettoient leurs cimetières des cadavres protestants, ce qu'on appelait la guerre des cimetières. Et les protestants vont répondre par des libelles et par notamment des plaintes adressées à Henri IV pour que ces pratiques cessent. Alors je vous cite un passage des plaintes des églises réformées de France de 1597 qui vous montre donc, une cinquantaine d'années plus tard, l'actualité de la France antarctique et la présence non seulement dans l'imaginaire, mais dans la controverse nationale des Indiens du Brésil. Les Margajas, les Tupinambus, donc des mots évidemment qui viennent du Brésil. Margajas viennent de Maracaya, hein, les chats sauvages, ce sont les adversaires des Tupinambas. Et le mot Margaja devient un mot de la langue classique qu'on trouve chez Boileau, par exemple. Hein, vous trouvez ça dans le Littré. Hein. Les Margajas, les Tupinambus remplissent leurs entrailles de la chair de ceux qu'ils ont mis à mort. Avec détestation, nous les en appelons barbares, sauvages.
Et toutefois, cette cruauté n'est point de Margaja à Margaja, de Tupinambo à Tupinambo. Le Tupinambo ne mange que le Margaja, et le Margaja n'est glouton que du Tupinambo. Encore ne le sont-ils que pour rendre l'appareil, que pour se venger de ceux qui en bravade, quoique ayant la mort entre les dents, leur disent « J'ai mangé ton frère et mangerai tes enfants si j'avais plus de vie. Pour le faire, ne viole point les tombeaux. » Et alors, à quoi sert l'Indien ici ? C'est à montrer finalement qu'il est plus civil. Le barbare n'est pas celui qu'on pense. Hein, et il y a plus barbare que le barbare prétendu, c'est le français. Hein, c'est l'autre, c'est l'adversaire, l'ennemi de religion. Hein. C'est invariable. Hein, ce procédé, cette triangulation va se répéter. L'Indien sert de témoin que lui qui incarne en principe la cruauté la plus extrême, la barbarie la plus extrême, est en fait un témoin dans une querelle dont la violence dépasse de beaucoup ses pratiques. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme chez Léry, du reste, comme chez Thévet, qui l'avait déjà remarqué, les violences prétendument sauvages obéissent à des règles, sont réglées, sont codifiées, en quelque sorte, par des rituels, par un code non écrit, mais un code qui est toujours respecté. Le Tupinambou ne mange que du Margaja, le Margaja ne mange que du Tupinambou. Ces cannibales, ces Indiens anthropophages du Brésil, pratiquaient l'exocannibalisme, et non pas l'endocannibalisme, et donc ne mangeaient que l'ennemi pris à la guerre. Or, les Français se mangent entre eux. C'est un thème souvent développé. Les Français, en guerre perpétuelle les uns contre les autres, se mangent, et les chrétiens se mangent entre chrétiens, ce qui est le grand scandale, puisque le christianisme, bien sûr, n'élude pas complètement la question de l'anthropophagie, puisque la scène, l'Eucharistie est au centre, mais bien sûr, c'est une anthropophagie, une théophagie symbolique et non pas réelle. Or, l'éviction des cadavres des cimetières catholiques montre que cette cruauté est plus que barbare, puisque le catholique, vu par un protestant, bien sûr, c'est un regard très particulier et très partial, et non seulement anthropophage, puisqu'il mange le Fils de Dieu, mais il est aussi anthropème. C'est un concept qu'avait créé Claude Lévi-Strauss. Il avale Dieu, mais en même temps, il vomit le protestant. Lévi-Strauss proposait l'hypothèse qu'il y avait deux types de sociétés. Les sociétés qui mangent les indésirables, ce sont les sociétés anthropophages, on mange l'ennemi après la guerre, et les sociétés qui sont réglées par l'anthropémie, du verbe grec émein, qui veut dire vomir, comme un émétique, et l'anthropémie réglerait nos sociétés qui excluent au lieu d'avaler, au lieu d'ingérer. Je trouve que c'est une réflexion qui se trouve dans un des derniers chapitres de Triste Tropique et qui me paraît toujours extrêmement actuelle. Donc le catholique, vu par ce protestant anonyme, auteur des plaintes des églises réformées de France en 1597, ce catholique, tel qu'il est caricaturé, bien sûr, est à la fois anthropophage et anthropème. Il conjugue anthropophagie et anthropémie. Alors, du côté catholique, bien sûr, l'Indien va prendre aussi du service. On va le voir un siècle plus tard, au moment de la révocation de l'édit de Nantes. C'est l'édit de Nantes qui va être appliqué pendant à peine un siècle, moins d'un siècle. Il est promulgué en 1598. Il va être donc aboli, révoqué en 1685, comme vous le savez. Et il y a évidemment toute une guerre de libelles, toute une polémique qui va le précéder. Et on va, pour justifier la suppression du culte réformé, la suppression donc de la religion protestante en France, on va arguer notamment de l'exemple de la France antarctique. Il y a un retour de la France antarctique à chaque fois qu'en France se posent des querelles concernant l'unité du corps social. Parce que c'est ça qui s'est posé au Brésil, c'est comment maintenir l'unité de l'Église, comment maintenir aussi l'unité du corps politique. Et longtemps, l'unité de ces deux corps, qui aujourd'hui sont complètement dissociés, était impensable. Ce qu'a réussi Henri IV, c'est d'arriver à dissocier les deux et à pouvoir faire exister deux religions dans un même État, un État qu'incarnait le souverain qui, lui, était catholique. C'est ça la difficulté, c'est que comment faire que la nation qui est un corps, que l'Église qui est un corps également, puisse, et qui est le même corps finalement, ces deux corps n'en font qu'un, comment les dédoubler. Et donc, au moment de la révocation de l'édit de Nantes, les catholiques, comme le père Maimbourg ou comme Bossuet, vont se servir de la France antarctique pour montrer que là où sont les protestants, il y a de la discorde. Et ils vont raconter l'histoire de la France antarctique, ils vont raconter cette controverse eucharistique qui dégénère et qui fait qu'au bout de quelques mois, les protestants au Rio de Janeiro ont quitté l'île de Villegagnon,
ont quitté la colonie pour vivre parmi les Indiens et ont mis en cause donc le salut de leur chef. Alors évidemment, ces controversistes catholiques soutiennent la thèse du complot protestant. Les protestants sont facteurs de division. La preuve du reste, c'est qu'ils ne s'entendent pas entre eux et qu'il y a pratiquement autant de sectes au Brésil qu'il y avait de protestants. Ils étaient 14 huguenots, il y avait à peu près autant de sectes. C'est ce que disent les adversaires. Et là encore, c'est la question de l'unité du corps social. L'anthropophagie n'est pas très loin. Donc, le protestantisme est facteur de division, facteur de trouble. Alors, le problème, évidemment, c'est que les protestants vont répondre, et notamment Pierre Bayle, l'auteur du dictionnaire historique et critique, Pierre Bayle, l'auteur du dictionnaire historique et critique, le grand adversaire de Bossuet et du père Mimbourg, de Varillas, et il montre que la rébellion des Huguenots du Brésil est une invention de Villegagnon, répétée ensuite par les controversistes catholiques comme Jacques Sevère et d'autres, et que si les protestants du Brésil l'avaient voulu, ils auraient obtenu évidemment la victoire. S'ils avaient choisi l'affrontement, Villegagnon aurait été vaincu et la colonie aurait subsisté, mais ça aurait été une colonie protestante. On voit donc que cette controverse, évidemment, élude, met de côté l'Indien en apparence, mais que cet horizon indien reste constamment présent pendant tout l'Ancien Régime. Alors, on aboutit au livre dont on parlera cet après-midi, qui est le livre d'Afonso Arinos de Melo Franco, l'Indien du Brésil et la Révolution française. Alors, comment faire le lien ? Il ne m'appartient pas d'en parler, mais je voudrais retracer aussi un peu ces idées. Alors, cette idée, elle est venue évidemment de la confrontation entre la philosophie des Lumières, donc qui serait directement la naissance des idéaux de la Révolution et des audaces aussi de la Révolution, et d'un texte comme celui de Jean de Léry ou d'un autre texte comme celui de Montaigne dont je n'ai pas encore parlé. En effet, on s'aperçoit qu'il y a effectivement une filiation sans interruption entre, d'une part, l'histoire d'un voyage de Jean de Léry, d'autre part, les essais de Montaigne, bien sûr, qui sont presque exactement contemporains, et des textes comme ceux de Prévost, de Raynal, de Diderot ou de Rousseau. Il faut ici rappeler évidemment la phrase célèbre de Jean de Léry, qui pourrait servir de conclusion à son histoire. Je regrette souvent que je ne suis parmi les sauvages. C'est une phrase tout à fait étonnante, extraordinaire, alors qui se continue, bien sûr. Si on lit la suite, elle est moins extraordinaire. Auquel j'ai connu plus de rondeur qu'en plusieurs de par deçà, lesquels, à leur condamnation, portent titre de chrétiens. Mais ce qui est important, c'est que dans la comparaison qui est faite entre Indiens et Français, c'est l'Indien qui l'emporte par l'honnêteté, par la franchise, par la rondeur, comme dit Léry. Il est plus facile de négocier avec un Indien qu'avec un Français. On peut croire en sa parole, alors que la parole d'un Français ne vaut rien. Mais il y a plus, il y a le regret, il y a la nostalgie du Brésil comme d'une patrie perdue. C'est un sentiment qu'on va retrouver au XIXe siècle, par exemple, chez Ferdinand Denis. Ferdinand Denis, conservateur à la Bibliothèque nationale pendant toute sa vie, une vie de nonagénaire, et qui a passé 2 ans seulement au Brésil et qui toute sa vie va vivre dans la nostalgie du Brésil perdu. Je regrette souvent que je ne suis pas parmi les sauvages. Cette phrase est tout à fait étonnante. Je crois que c'est la première fois qu'on prononce une phrase de ce type dans la littérature occidentale et qui montre bien cette nostalgie primitiviste qui emprunte ce texte et qui va se transmettre par différents relais jusqu'au XVIIIe siècle. Alors il y a là-dessus, il faut ajouter bien sûr, immédiatement consécutif au texte de Léry, le texte de Montaigne. Montaigne publie les essais en 1580, donc 2 ans exactement après l'histoire d'un voyage sur la terre du Brésil de Jean de Léry, et Montaigne reprend un certain nombre d'arguments déjà développés par Jean de Léry antérieurement. Notamment cette noblesse du sauvage, c'est vrai qu'on ne l'appellera pas bon sauvage parce que le terme est trop réducteur et ne convient pas exactement. Enfin, on est plus près du bon sauvage chez Montaigne que chez Léry, parce que Montaigne, à la différence de Léry, met la religion de côté. Léry dit que les Indiens sont exemplaires du point de vue de cette vie terrestre, de cette vie terrienne. Malheureusement, ils ne connaissent pas la vraie religion, et selon Léry, ils seront condamnés au jour du jugement. Et Léry a une vision assez pessimiste, finalement, de leur salut dans l'au-delà. Léry, qui est rempli du sentiment de son élection personnelle en tant que calviniste, pense que les Indiens sont peut-être, il y a quand même un peut-être, exclus du rachat, en raison d'un décret inscrutable de Dieu, dont on ne peut évidemment pas juger les jugements de toute éternité.
Mais Montaigne, lui, quand il reprend cette thématique brésilienne, met la religion complètement de côté. Donc, dès lors, il ne retient que l'aspect positif des Indiens. Alors, l'essai de Montaigne des cannibales, publié donc en 1580, dans la première édition des essais, c'est le chapitre 31 du livre 1, le chapitre des cannibales, donc, juxtapose plusieurs éléments. D'une part, un rappel des grands mythes de l'Antiquité, des mythes du bonheur de l'Antiquité. D'une part, le mythe de l'âge d'or, bien sûr, d'après les poètes, d'après Virgile, d'après Ovide surtout. D'autre part, les constructions politiques de l'Antiquité, les utopies politiques de l'Antiquité, qui ne s'appelaient pas encore ainsi, et notamment les ouvrages de Platon, la République de Platon et les lois. Et Montaigne oppose donc à ces imaginations antiques la réalité présente. Et il imagine, en s'amusant évidemment sur le mode de la plaisanterie, un dialogue entre Platon et lui au sujet des Brésiliens. Si Platon avait connu les Brésiliens, si Platon était allé au Brésil, alors il se serait dit que tout son travail était inutile, puisqu'il aurait découvert qu'une société peut vivre heureuse sans loi. C'est ça le paradoxe, qu'il peut y avoir qu'une société peut vivre avec si peu de soudure humaine, dit Montaigne. Si peu de soudure humaine, il n'y a pas besoin de lois compliquées. Une société qui vit près de la nature, sans loi apparente, sans loi écrite, ils ignorent l'écriture, et néanmoins, ils vivent en bonne intelligence les uns avec les autres. C'est ce que Léry déjà constatait. Alors, bonne intelligence les uns avec les autres, à l'intérieur, bien sûr, d'une même tribu, d'une même ethnie, mais ils sont en guerre contre l'ennemi, bien sûr. Toute utopie a son extériorité, et toute utopie, finalement, lutte contre une extériorité. C'est la même chose chez Thomas More. Donc il y a ces deux modèles que Montaigne présente d'entrée de jeu dans son chapitre, pour ensuite changer de ton, changer de discours et faire un tableau des réalités brésiliennes, de la réalité tupinamba, des mêmes peuples, donc des peuples mêmes dont on parlait juste auparavant, André Tévé et Jean de Léry. Et Montaigne n'essaye pas, il ne cherche pas, et c'est la difficulté de son texte, il ne cherche pas à concilier exactement l'idéal venu de l'Antiquité et la réalité décrite par les voyageurs. Il juxtapose dans son chapitre les deux éléments, sans véritablement les lier, sans en faire la synthèse, sans en discuter le rapport. Et c'est ce qui fait, évidemment, le caractère paradoxal et aussi la difficulté du chapitre de Montaigne qu'on peut tirer dans plusieurs sens. Et vous savez que ce chapitre se termine par un dialogue qui va évidemment avoir des conséquences considérables dans la littérature des voyages et dans la littérature donc philosophique des siècles suivants. C'est un dialogue, ou c'est un face-à-face, disons, entre le roi de France, Charles IX et sa cour, donc un roi de France âgé de 10 ans. La scène se passe à l'automne 1562. Charles IX est exactement âgé de 10 ans. Et 10 ou 12 ans, enfin, il est très jeune, c'est un enfant, c'est un roi enfant. Et en face, donc, des Indiens qui viennent du Brésil et qui sont venus, dit Montaigne, par curiosité. Et alors, on sait que des Indiens venaient régulièrement en France, notamment en 1550, lorsqu'a été célébrée cette fête brésilienne, le 1er octobre 1550, avant donc l'installation des Français au Brésil, en France antarctique. Une cinquantaine d'Indiens étaient présents sur les bords de la Seine, où ils mimaient la vie sauvage, en compagnie de marins normands, pareillement nus, pareillement ornés de plumes, et de femmes, de garces, comme dit le commentaire, qui mimaient les scènes de la vie indienne au bord de la Seine. C'est ainsi que le roi Henri II et son épouse, Catherine de Médicis, ont été accueillis lors de cette entrée royale, dont le récit nous a été conservé par plusieurs ouvrages, par plusieurs livres publiés à cette date-là. Donc, Montaigne imagine ou retrace ce vis-à-vis entre le roi de France et la cour, d'une part, et d'autre part, trois Indiens, des gens du Brésil, qui, au lieu d'admirer la pompe, la magnificence d'un roi d'Europe et la magnificence d'une ville, Rouen est à l'époque l'une des premières villes du royaume, sans doute la seconde ville du royaume avant Lyon, par la population et par la richesse. C'est le port d'embarquement pour le Brésil, c'est un port important. Une ville aussi, une ville de filature. On utilise justement cette teinture du bois brésil pour teindre les étoffes, cette teinture rouge. Eh bien, les Indiens, au lieu d'admirer, accusent les scandales qu'ils découvrent en voyant notre société, et notamment deux scandales. Le fait qu'un enfant
commande à des adultes. C'est le paradoxe, ça rejoint le paradoxe de la servitude volontaire. Ça rejoint aussi une phrase de la Bible, malheur à la ville dont le prince est un enfant. Et le second paradoxe, c'est que les pauvres meurent de faim à la porte des riches qui regorgent de toutes sortes de nourriture. Et comment se fait-il, demande le cannibale, comment se fait-il que ceux-ci ne prennent à la gorge les autres et ne mettent le feu à leur maison? Voilà, donc premier paradoxe, l'enfant qui gouverne les adultes. Second paradoxe, l'inégalité sociale, et le fait qu'une minorité de riches, finalement, reste indifférente à la misère du plus grand nombre. Alors ces deux questions, on va les retrouver, pas par hasard, à la fin du second discours de Jean-Jacques Rousseau. Ça forme la péroraison du second discours. Cette double question, ce double scandale, qui est un scandale à la fois politique et économique, va se retrouver au siècle des philosophes. Alors, les intermédiaires, c'est d'abord Montaigne est lu, constamment lu, malgré l'interdiction qui va le frapper au XVIIe siècle, il est mis à l'index. Mais quant à Léry, son texte a été progressivement augmenté par lui-même au fil de 5 éditions publiées de son vivant pendant une cinquantaine d'années. Donc c'est un texte qui enjambe la césure 16e, 17e. On continue à le lire au XVIIe siècle. Jean de Léry donc meurt en 1613 et la dernière édition de son texte est de 1611. Et puis ensuite, des fragments de Léry sont cités. Il y a des miscellanées, des extraits de son texte. Et il est cité notamment abondamment par l'abbé Prévost, l'auteur surtout connu comme l'auteur de Manon Lescaut, mais Prévost est aussi le compilateur de l'Histoire générale des voyages. Et dans l'Histoire générale des voyages, l'abbé Prévost cite abondamment Jean de Léry, et notamment chez Jean de Léry, les passages les plus polémiques, les plus oratoires, dirigés contre la société européenne. Notamment le long dialogue où un vieillard questionne Jean de Léry, il dit « Mais pourquoi est-ce que vous emportez du bois chez vous? Pourquoi est-ce que vous faites tant de trajets pour apporter ce bois? Est-ce que chez vous, il n'y a pas de bois? Est-ce que vous en avez besoin pour vous chauffer, pour construire vos maisons ?» Et Léry dit « Pas du tout, on a du bois chez nous, on a des forêts. Mais alors pourquoi faire tant de voyages? Risquer votre vie, risquer le salut de votre âme. » Et alors quand on lui dit que c'est pour teindre les étoffes, évidemment, ces Indiens rient, évidemment, se moquent. De même que les cannibales de Montaigne se rient d'un enfant roi. C'est la formule que retiendra Pascal dans les Pensées. De même, les Indiens de Léry se moquent, disent « Mais ils sont fous, ces Français, qui risquent leur vie, qui risquent leur fortune pour un vain profit, au lieu de cultiver leurs terres, au lieu de cultiver leurs jardins et de transmettre leur patrimoine à leurs enfants, comme nous faisons. » Alors cette parole du sage sauvage, du sauvage sage, du sauvage prudent, du sauvage philosophe, finalement, on la retrouve évidemment au XVIIIe siècle. Et si Prévost a repris cette phrase, il dit, voici ce que dit l'abbé Prévost, l'unique monument précieux de leurs courses infructueuses, il parle des Français du XVIe siècle, est un dialogue qui peint d'autant mieux le bon sens naturel des sauvages qu'il est écrit dans ce style naïf qui caractérisait il y a 2 siècles la langue française et où l'on retrouve des grâces qu'elle doit regretter. C'est le style très XVIIIe siècle. Mais on voit comment le lien a pu se faire, comment le XVIIIe siècle, comment le siècle des Lumières a pu se reconnaître dans ces textes de la Renaissance. Donc, Léry et Montaigne, c'est les 2 truchements qui permettent de passer au XVIIIe siècle. Donc, cités abondamment l'un et l'autre par l'abbé Prévost dans l'Histoire générale des voyages, ensuite repris par l'abbé Raynal, l'auteur de l'Histoire des 2 Indes, à la veille de la Révolution. Et comme vous savez, l'Histoire des 2 Indes de l'abbé Raynal a été en partie compilée, réécrite par Denis Diderot. Et ces textes, Léry, Montaigne, c'est des textes que connaissait bien Diderot, et qu'il a utilisé notamment quand il écrit le supplément au voyage de Bougainville. On voit comment le lien se fait du XVIe au XVIIIe siècle de façon continue pour créer finalement ce courant. Alors, anticolonialiste peut-être pas, parce que Diderot même n'est pas vraiment anticolonialiste, mais ce courant qui interroge les fondements de la société occidentale à partir du point de vue extérieur qui est l'Indien du Brésil, qui est ce Brésil perdu. Alors pourquoi une telle importance? Eh bien, là, je vais conclure, je crois que j'arrive un peu au bout de mon temps. On peut dire que l'importance de ces textes est inversement proportionnelle à l'occupation coloniale. En effet, si on peut imaginer que les Français
si on imagine que les Français avaient réussi au Brésil, on imagine que cette littérature nostalgique, qui est celle de Léry, celle aussi un peu de Montaigne, ne se serait pas développée. Si la colonie avait réussi, c'est un autre discours qui, sans doute, se serait imposé, un discours sans doute moins favorable aux Indiens, un discours plus pragmatique, comme celui qu'on trouve dans les traditions espagnoles ou portugaises. On a des très grands textes, des textes magnifiques, mais qui envisagent toujours les conditions pratiques de l'occupation, de la conversion et aussi de l'exploitation des Indiens. Et dès lors, l'image idéale, il n'y a pas de place pour l'idéal, en quelque sorte. L'idéal est lié directement, l'idéalisation est un processus directement lié à l'échec historique, à l'échec colonial. Et on le retrouve encore au XVIIIe siècle. Le supplément au voyage de Bougainville et le voyage de Bougainville lui-même, comme par hasard, se situent juste après le traité de Paris, quand la France vient de perdre l'Inde et le Canada. On a à chaque fois un discours, ce discours critique apparaît ou émerge ou se manifeste dans des moments d'échec historique des colonies, alors tantôt face à l'Espagne ou au Portugal, tantôt face à l'Angleterre comme au XVIIIe siècle. Mais il y a une concomitance remarquable entre ces événements historiques et l'essor de cette littérature philosophique, je dirais, philosophique, qui remet en cause donc les fondements colonialistes. Et on verra, ces textes, évidemment, sont très en avance par rapport au discours qu'on entendra au XIXe siècle à propos de la colonisation. Et puis là, je ferai le saut jusqu'à Lévi-Strauss, puisqu'on en parlera, je crois, par la suite. Lévi-Strauss, on l'a dit, ça a été répété ce matin, écrit Triste Tropique, son grand livre, en 1955, excusez-moi, en 1955, donc en pleine époque de décolonisation, après donc la guerre, la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah. Et il y a un parallèle que Lévi-Strauss, d'ailleurs, a tout à fait reçu et accepté entre son itinéraire personnel et celui de Jean de Léry. Jean de Léry, courant d'exil en exil. Jean de Léry est un bourguignon qui s'exile à Genève, de Genève au Brésil, qui revient ensuite en France, va finir sa vie dans le pays de Vaud. Et comme Jean de Léry a laissé s'écouler 20 ans entre son voyage et la rédaction de son livre, 1558-1578. De même, Lévi-Strauss, entre son dernier voyage au Brésil et la rédaction de Triste Tropique, a aussi laissé s'écouler une quinzaine d'années, au moins 15 ou 20 ans également, entre les années 30 et les années 50. Donc, même traumatisme de l'histoire, même condamnation à l'exil, même mort civile, si l'on veut. Lévi-Strauss chassé non pas pour ses idées ou par sa religion, mais par ses origines ethniques, si l'on veut. Et on peut dire que, de même que Jean de Léry se prenait pour un juif de l'Ancienne Alliance, en tant que protestant, c'était le nouveau peuple élu, Claude Lévi-Strauss se prend pour un protestant de la Renaissance. Et on pourrait compléter la formule en disant que Lévi-Strauss se prend pour un protestant de la Renaissance qui se prenait lui-même pour un juif de l'Ancienne Alliance, par une espèce de retour de circularité tout à fait étonnante. Et je m'étais amusé à écrire un texte que j'avais appelé plaisamment, la plaisanterie était facile, mais Lévi-Strauss aimait bien ce genre de calembour. J'avais appelé ça Léry-Strauss, évidemment. Et j'avais essayé de montrer comment, en palimpseste de Triste Tropique, apparaissaient les différents épisodes de l'histoire d'un voyage sur la terre du Brésil. Bréviaire de l'éthologue, sans doute, mais plus que ça, c'était le patron sur lequel Lévi-Strauss, avec évidemment une toute autre expérience, a modelé son propre texte. Et il l'a écrit dans une période de crise, période de décolonisation, de crise morale, de crise de civilisation, où cette pensée surgit au XVIe siècle, a pu se réincarner après s'être réincarnée au temps des Lumières. Je vous remercie. Donc, si vous le voulez bien, je vous demanderai de réserver vos questions, de bien les noter, de les réserver pour la fin de la matinée. Et nous allons à présent avoir une pause d'un quart d'heure à peu près. Non ? Oui. Un quart d'heure ? 10 minutes ? 10 minutes maximum. Ces contrats gracieux.